Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous, bienvenue dans Immédiat. Exceptionnellement, c'est moi qui accompagnerai Nicolas pour ce numéro estival de l'émission. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je passe tout de suite au titre, comme ça. Allez, c'est exactement ça. Alors tout d'abord, on va parler des émeutes algériennes bon enfant. Selon les médias qui ont couvert les exactions des supporters algériens, il s'agissait de simples incidents, une occultation médiatique évidente. Ensuite, nous parlerons du 14 juillet des Gilets jaunes embastillés. Dans l'indifférence médiatique presque totale, plusieurs figures médiatiques des Gilets jaunes ont été arrêtées préventivement. Et enfin, en sujet 3, un peu de légèreté, balance ta porte-parole avec l'information la plus improbable de la semaine, Laurence Saillet, porte-parole Les Républicains, qui a annoncé son ralliement à l'équipe de Cyril Hanouna. Et vous retrouverez bien évidemment le zapping et les tweets. Et voilà, on commence avec les émeutes algériennes bon enfant. Après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, de nouvelles scènes d'émeutes ont été observées partout en France le 14 juillet. Ce n'est pas une première, ces scènes de chaos ont déjà eu lieu précédemment lors de matchs qui avaient lieu pendant la phase de poule, puis les premiers matchs de phase finale. Et alors, on a, pour commenter cela, un article du Parisien. CAN 2019, la victoire de l'Algérie provoque des scènes de liesse et quelques heurts. Alors, dans le détail, scènes de joie en France, heurts sur les Champs-Élysées, les rassemblements étaient nombreux, des scènes de liesse, le mot qui est régulièrement utilisé, ont également été filmés à Nîmes, Lyon ou encore Bordeaux. À Paris, en revanche, des incidents ont rapidement éclaté sur les Champs-Élysées entre plusieurs centaines de supporters et les forces de l'ordre. Les deux camps se sont échangés projectiles et grenades lacrymogènes. À Paris donc, mais aussi dans le reste du territoire, pour la presse régionale ou locale, avec la victoire algérienne célébrée dans Lyon avec ferveur, ça c'est le titre, mais une fois qu'on dépasse le titre, on arrive au contenu qui n'est plus tout à fait dans le même ton, avec plusieurs incidents qui ont été révélés, rodéo de voitures, course-poursuite avec la police, le réseau TCL, c'est le réseau de transport du Lyonnais, a été perturbé à plusieurs reprises par des incivilités et des manifestations. Enfin, pour le Huffington Post, ceux qui étaient choqués de ces manifestations de liesse, entre guillemets, étaient tout bonnement d'extrême droite, Nicolas. Oui, alors ce qui est intéressant dans ces faits effectivement, qui précèdent ceux du 14 juillet, qu'on va évoquer par la suite, c'est bien qu'il y en a eu avant et que déjà, bien, il y avait une minoration médiatique forte. Donc on peut le noter avec par exemple le bobard par titrage du Progrès qui parle de liesse, de ferveur, et puis quand on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte qu'en fait ça a été une nuit ponctuée d'incivilités et d'incidents, ce qui en langage journalistique veut dire une chose, mais dans le réel ça veut dire tout simplement des actes de délinquance, de violence et d'émeutes. Et puis on a cet article du Parisien où on voit les deux camps se sont échangés projectiles et grenades lacrymogènes, comme si les deux camps étaient mis sur un pied d'égalité, donc ce qui est complètement hallucinant, puisqu'on a d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les émeutiers algériens, donc c'est, ou en tout cas qui se réclament de l'équipe nationale d'Algérie. Et donc on voit qu'il y a une minoration médiatique qui est quand même énorme. Et puis il y a aussi, déjà à l'époque, il y avait une dissimulation des vidéos compromettantes, on va dire, de certaines choses, de scènes de pillage, etc., qui étaient peu montrées, qui étaient montrées parfois, mais pas autant que sur les réseaux sociaux, qui jouent d'ailleurs là encore leur rôle de contre-pouvoir face aux médias. Et ça, c'est à saluer. Et puis il y a évidemment la diabolisation de ceux qui considèrent que ce n'est pas forcément quelque chose qui a sa place sur les Champs-Élysées ou ailleurs en France, c'est-à-dire des scènes de violence après un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on voit pas trop ce que ça va faire en France, même si malheureusement ça a lieu. Et donc ceux qui s'y opposaient étaient diabolisés, c'était forcément des gens d'extrême droite.
Et en fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est justement cette attitude des médias, cette minoration, une minoration qui n'a pas lieu dans certains autres sujets, hein, cette minoration-là, elle a permis finalement ce qui est arrivé ensuite le 14 juillet, puisque si les médias avaient condamné fermement, ou en tout cas participé à éclairer les faits comme il le convenait peut-être, en tout cas plus objectivement, eh bien peut-être que ça n'aurait pas eu lieu par la suite le 14 juillet, ces autres scènes de violence qu'on va voir tout de suite. Il y aura d'autres scènes de violence pour la finale, mais la finale se déroulera après cette émission, mais on peut déjà mettre une petite pièce là-dessus. Je pense que là on peut parier dessus, effectivement. Malheureusement. Alors, des violences de supporters algériens, donc on continue après la demi-finale remportée le soir du 14 juillet, mais là encore les médias ont eu du mal à l'admettre, comme vous le disiez, on regarde ça tout de suite en vidéo. Tout se passe bien pour le moment, une ambiance bon enfant, on sent beaucoup de liesse du côté des supporters algériens. Alors certaines déclarations violentes de supporters algériens semblent également avoir échappé à la vigilance des médias. Nique la France, nique la France, nique la France, vive l'Algérie, ouais. Nous on est là et on restera là, que les gens le veuillent ou non. On est français, on est né en France, mais on reste africain, ma gueule, et on va rester. Marine, on est là, ma gueule. On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en 3 heures. Les Allemands, ils l'ont pris en 24 heures en 1940. Et nous, on est là, on n'a rien cassé, Marine. C'est pour toi, je t'aime, Marine Le Pen. Marion, t'es bonne. Oui, donc Olivier, on voit bien qu'il y a une occultation des médias de ces propos qu'on a vus, qui sont quand même assez violents, virulents en tout cas. Et on a la comparaison avec BFM qui parle d'ambiance bon enfant. En fait, ce qui est important, c'est de voir, c'est que cette occultation, elle est doublement logique. Premièrement, elle met à mal, si on montre ces images-là, ces images, elles mettent à mal l'idée que les supporters algériens sont aussi pacifiques que les médias le disent. Et puis en plus, ça détruit une fiction qui est celle de l'assimilation de ces masses de personnes d'origine algérienne en France, qui est donc un des grands vœux pieux défendus notamment par les médias. Et donc cette double occultation, elle est assez logique. Alors très rapidement, les premiers incidents éclatent. Alors que la situation dégénère, BFM TV utilise jusqu'au bout des termes positifs pour évoquer les supporters algériens présents notamment sur les Champs-Élysées. Alors on parle d'esprit du 14 juillet et de moments de concorde, ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, de manifestation bon enfant. Alors il faut parler clairement, en fait, c'était des scènes d'émeutes, très clairement, à Paris ou même ailleurs en province. Et les médias, ils ont malgré tout, alors que les émeutes avaient déjà éclaté, ont tenté de présenter les émeutiers sous leur meilleur jour. On a par exemple Le Parisien qui, avec une photo très améliorative qui montre une femme qui brandit un drapeau, nous parle de scènes de liesse dans les rues. Des scènes de liesse ont éclaté partout en France. À Paris, le quartier populaire de la Goutte d'Or a brillé aux couleurs de fumigènes allumés dans la rue. De nombreux supporters des Fennecs ont rapidement convergé vers la place de l'Étoile. Au coup de sifflet final, des policiers sont rapidement intervenus pour les repousser, parfois à coups de matraque. Et toujours dans cet article, à Marseille, des images diffusées par BFM TV montraient des scènes de joie au milieu d'un public familial. Là encore, un dispositif avait été mis en place pour éviter les mouvements de foule susceptibles de mener à des débordements. Donc on voit que quand même, tout est un petit peu minoré. On parle de liesse, de joie avant de parler d'éventuelles interventions policières, alors que l'information la plus importante, c'est bien qu'il y a des scènes d'émeutes. Même chose pour Le Progrès à Lyon, qui parle de débordement, alors que dans le titre, on voit le terme débordement, alors que dans le sous-titre, dans le chapeau, on voit chaos, le terme chaos. Donc c'était ça qu'il fallait mettre en titre, évidemment. Mais surtout que c'est plus vendeur de mettre chaos que débordement. C'est plus vendeur, bien évidemment, mais par contre, c'est moins politiquement correct. Donc du coup, on prend le titre le plus neutre possible. Et puis, un tweet de la Provence qui est intéressant. Marseille, déjà 6 interpellés après des scènes de liesse. Comme si, finalement, ils avaient été interpellés pour avoir été trop joyeux. Et puis on voit dans l'illustration, en plus des scènes de liesse, avec quand même du feu, des poubelles par terre. Exactement, donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors quand on voit cette défense par minimisation et occultation, on se pose quand même la question du but. Alors il y a plusieurs grilles de lecture, mais il y en a une qui peut être la bonne, c'est finalement peut-être par une sorte d'ethnomasochisme, c'est-à-dire par haine de son appartenance à la population européenne, et donc par peur de passer pour un vilain raciste, et aussi par la volonté de ne pas participer à démontrer que le vivre ensemble défendu par le système politico-médiatique ne fonctionne pas. Donc on voit que ça peut être des explications pour expliquer ces minimisations. Alors il y a 2 réactions aux journalistes plateau qui ont attiré notre attention. C'est celle d'Apolline de Malherbe et celle de Gérard Leclerc. Et on commence tout de suite avec celle de Gérard Leclerc.
Des scènes de liesse des supporters de l'équipe de football d'Algérie dans plusieurs villes qui se sont transformées ensuite à des tensions, à des incidents. Et on enchaîne tout de suite avec celle d'Apolline de Malherbe. On est passé du solennel du défilé militaire aux incidents des Gilets jaunes. Et puis le soir, la joie des supporters de l'équipe d'Algérie qui a gagné la demi-finale de la Coupe d'Afrique hier soir. Scène de liesse, parlons d'abord de ce qui s'est passé effectivement dans la soirée, avec des incidents mais plutôt contenus, y compris à Marseille. Vous dites quoi ce matin, chapeau, les supporters et les forces de l'ordre ? Ben écoutez Olivier, c'est tout simplement surréaliste puisqu'on parle d'incidents contenus, coup de chapeau aux supporters qui se seraient bien tenus alors qu'il y a quand même 282 interpellations dans toute la France, qui est quand même gigantesque pour un match qui en plus théoriquement ne concerne pas la France puisque c'est l'Algérie sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on voit qu'il y a des précautions oratoires énormes et là on en revient toujours à cette peur de passer pour raciste si l'on pointe du doigt les supporters algériens quand on est un média dominant. Et Apolline de Malherbe là... Elle va beaucoup trop loin, c'est assez incroyable, mais ça montre bien qu'il y a un problème avec la dénonciation de certains actes de délinquance commis par certaines personnes en France. Et on passe à présent aux médias sportifs avec un tweet qui a retenu notre attention, celui de Pierre Ménès qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le football, qui est assez provocateur, qui parfois est bon. Là, on va le voir, il l'a été probablement un peu moins, avec un premier tweet dans lequel il dit « Bravo à l'Algérie pour sa qualification en finale. Maintenant, amis algériens, ne donnez pas des arguments aux fachos. » C'est raté. « Faites la fête dans le calme » avec un petit emoji prière. Emoji prière, exactement. Donc c'est quand même un tweet à 9500 retweets et 33 000 j'aime, donc c'est quand même quelqu'un de très suivi. Et ensuite, quelques heures plus tard, c'est le 14 juillet, on arrive le 15, et il dit « Je suis atterré par les incidents de la nuit, et pour le coup, je ne peux défendre l'indéfendable. » Du coup, il est finalement peut-être un peu facho lui aussi. « Plusieurs centaines de gardes à vue, c'est inadmissible, c'est que du foot. Merde », avec son style toujours légendaire. Alors, ce qui est intéressant dans ces tweets, dans cette prise de position, c'est bien que la diabolisation qu'on avait vue une semaine avant le 14 juillet, qui était de dire ceux qui en veulent aux Algériens d'avoir mis le bazar dans les rues sont des fachos, sont d'extrême droite, ça fonctionne, puisqu'on a Pierre Ménès, qui est donc un commentateur sportif, qui à la base n'est pas un commentateur politique, qui considère que réclamer l'ordre dans les rues de France, c'est être quasiment un facho, donc ce qui est complètement incroyable. Donc là, on a une preuve que finalement, le discours diabolisant porte, mais on est un peu rassuré, puisque finalement, pour un journaliste de gauche, un facho, c'est celui qui a finalement juste un seuil de tolérance un peu moins élevé à la violence que lui, mais globalement, Pierre Ménès est arrivé à la raison, il a rejoint le camp des fachos après les émeutes. Alors on va rester dans le journalisme sportif et spécialement foot avec le magazine SoFoot qui est spécialisé dans le football et la culture foot et qui a publié un article tout à fait lunaire en occultant complètement les violences à Paris avec comme titre on a vécu l'incandescente nuit algérienne. Alors on peut y lire que la foule est incontrôlable, plutôt dans le bon sens du terme. Je vous parie qu'il y aura encore des débordements, mais il faut comprendre pourquoi. Alors on nous explique quand même pourquoi. Parce qu'ils sont jeunes, ils ne se sentent pas intégrés en France et ils ont besoin de se faire entendre. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences. C'est pas très sympathique pour eux parce que ça les met quand même à un niveau qui n'est pas très enviable. À 23h à peine, le métro est déjà progressivement envahi sous les regards médusés de Parisiens qui pensaient peut-être jusqu'ici passer un dimanche sans saveur. L'ambiance devient de plus en plus chaude, mais aucune violence n'est à déplorer. Donc ça c'est bien, c'est dans le monde de SoFoot. Les incidents seront moins graves qu'après le quart de finale. Alors déjà, SoFoot, qu'est-ce que c'est ? C'est un site, mais aussi un hebdomadaire, enfin un magazine papier sur le football, avec un angle un peu décalé, qui n'est pas aussi sérieux que l'équipe, et qui a été créé par des anciens de l'ESSEC, je crois, donc d'une école de commerce, et qui a un angle politique très marqué pour ceux qui suivent à gauche. Ça se vérifie notamment depuis un an, où ça devient, pour ceux qui regardent régulièrement ce média, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de beaucoup, ça devient complètement insupportable. Et ici, il réalise quand même un exploit incroyable, c'est-à-dire d'envoyer 3 reporters sur place et de ne pas voir les actes de violence et de voir au contraire une ferveur, l'incandescente nuit algérienne. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et il y a aussi la justification, en interrogeant un Algérien, de la violence par le fait que les jeunes d'origine algérienne seraient victimisés, seraient victimes, et donc du coup,
leur violence serait quasiment légitime. Donc on a un double mouvement qui est quand même inquiétant, surtout que SoFoot a une audience très forte chez les jeunes et même chez les trentenaires influents qui lisent ce magazine avec attention. On passe à présent au zapping. Tout le monde ne mange pas du homard tous les jours. Bien souvent, on mange plutôt des kebabs. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une allergie, j'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Donc je n'en prends pas. François de Rugy, en ce moment même à Matignon, convoqué par Édouard Philippe après ces affaires de dîner à l'hôtel de la Sey, d'appartements rénovés. Ils veulent surtout pas donner le sentiment de céder un pouce de terrain au Panzer Division de la pression journalistique. Et là, en l'occurrence, à Mediapart. Ce qui est sûr, c'est qu'on a changé d'époque. Et donc moi, qui aime bien aussi l'histoire, j'ai repensé hier matin, en lisant l'article d'Arfi dans Mediapart, à l'époque des années 30. Alors, est-ce que là, vous pouvez nous révéler les personnes qui sont, on le sait, d'anciens proches de Mme de Rugy, qui vous ont envoyé les photos des homards et des bouteilles, et nous dire qui à Europe Écologie Les Verts vous a envoyé les cotisations, pour que les lecteurs sachent que ça soit transparent? Comment vous avez eu ces infos? Il n'y a pas de secret des sources là-dessus, mais il faut que ces gens-là assument aussi. Qui vous a donné les informations? Là, on a besoin. Je pense que Pascal Jalabert est très optimiste, mais on va vous laisser répondre, Michael Ajdansberg. On les donnera, nous, les noms, si on les a. Et on va les avoir. Et on va les avoir. On vous a quand même connu moins timide sur les affaires Fillon, où là, pour le coup, pour quelques articles de presse, tout le monde s'est précipité sur lui en voulant l'assassiner. Par rapport à François de Rugy, on est timoré? Je pense que vous êtes plus timoré que dans l'affaire Fillon. Oui. Allez-y, Olga Givernet. La preuve, on en parle pendant une heure là. Allez-y, Olga Givernet. Vous êtes juste en train de dire que on va pas faire démissionner quelqu'un sur des articles. Je suis d'accord. Voilà, mais pour François Fillon, c'est pas cette théorie-là. Est-ce qu'on peut laisser répondre Olga Givernet? Merci. Le fondement de l'homme, c'est très archaïque dans le rapport à l'autre, dans le rapport à soi, à l'hospitalité, à l'accueil qu'on peut avoir par rapport à l'étranger, par rapport à l'autre qu'on ne connaît pas, comment on l'accueille. On revendique dans notre droit le papier, le logement et d'arrêter le racisme. Nous ne sommes pas les ennemis de France. Au contraire, c'est nos grands-parents qui sont morts pour la France. Et aujourd'hui, on doit être comme frères et sœurs. Mais aujourd'hui, le plus ennemi de l'Afrique, c'est la France. En fait, on n'est pas chez eux, hein. On est chez nous. La France nous appartient. Parce que c'est nous qui avons fait la France. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Tout ce que la France a aujourd'hui. Nous devons dénoncer avec la dernière énergie possible les poursuites judiciaires lancées contre Carola Rackete et Pia Klemp en Italie. Nous devons les dénoncer parce que nous sommes la ville de Paris et nous devons les soutenir. Et je vous propose, dans ce vœu de l'exécutif, de leur accorder la médaille de la ville de Paris et que tous ensemble, nous les recevions pour leur exprimer notre gratitude. Alors, Olivier, les médias en font régulièrement leur gorge chaude. Il existerait en France un racisme systémique, un racisme d'État qui interdirait aux extra-européens, notamment les Africains, parce que généralement les Asiatiques réussissent mieux, ils sont un peu en dehors de ces questions-là, accéder à des hauts postes, par exemple. Je pense qu'on a un exemple
parfait que ce racisme d'État, à mon avis, il n'est pas aussi puissant qu'on le dit, puisqu'on a Sibeth Ndiaye qui nous fait donc cette sortie sur le homard et le kebab, donc qui est quand même assez drôle, c'est assez extraordinaire. Et si elle a pu arriver au porte-parole du gouvernement, voilà, le racisme systémique qui est vanté par beaucoup de médias, France Culture, etc., doit être moins fort qu'on ne le pense. Et puis, cette affaire de Rugy, sur laquelle on s'était prononcé la semaine dernière, on n'avait pas tous les éléments parce que c'était juste au tout début. Là, on a assisté à la démission de François de Rugy. C'est la victoire de Mediapart. Et la victoire de Mediapart, d'Edoui Plenel, de Fabrice Arfi, etc., elle a été mal vécue par certains journalistes, par certains éditorialistes. On a donc, par exemple, Alexis Lacroix de l'Express qui parle des années 30 pour évoquer le journalisme de Mediapart. Et puis on a aussi et surtout Pascal Jalabert, qui est donc rédacteur en chef des pages d'information générale des quotidiens régionaux du groupe EBRA. En fait, ce sont 9 quotidiens régionaux, le Dauphiné Libéré, le Progrès dans l'Est de la France. Et avec un lectorat qui est donc estimé à plus de 4 millions de lecteurs par jour, donc c'est un poids considérable. Et il demande sérieusement aux journalistes de Mediapart de briser le secret des sources avec un ton quasiment mafieux, donc c'est très inquiétant. Et en fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est que finalement, Macron n'est pas lâché par les médias. Il a toujours le soutien massif de certains journalistes et certains médias dominants. Donc ça, c'est pas de Mediapart en revanche. Pas de Mediapart en revanche. Enfin, en tout cas, ils s'attaquent pas frontalement à Emmanuel Macron. Mais effectivement, ils attaquent à ses lieutenants. On a également France Culture qui nous sort une propagande homérique, c'est le cas de le dire, en faisant parler quelques extra-européens sur l'Iliade et l'Odyssée pour justifier l'immigration et l'accueil des migrants. Donc bon, sans se rendre compte que Ulysse veut rentrer chez lui. Et quand on voit cette vidéo, en fait, on a plus l'impression que c'est le cheval de Troie, justement. On montre quelques personnes qui sont des gens intelligents, des migrants intelligents, etc., pour justifier le reste, donc ceux qui se cachent à l'intérieur, qui sont un petit peu moins peut-être intéressant pour l'Europe. Et puis, une fois qu'on a vu ça, il y a la scène incroyable de l'invasion du Panthéon par les clandestins, bien épaulés par des militants européens. Et ce qui est intéressant de noter, c'est le discours où l'une des personnes au micro parle du fait que la France est à eux parce que c'est eux qui l'ont construite et c'est eux qui se sont battus pour elle. Et donc ça, c'est toute la propagande politico-médiatique qui fait de tous les Africains les sauveurs, les constructeurs de la France, qui est régurgitée par lui. Donc c'est intéressant de voir l'influence des médias, même chez les clandestins. Et pour finir sur une note positive, il y a cette vidéo, cette bande-annonce d'une exposition organisée par l'Institut Iliade à Paris. Ça aura lieu du 20 au 25 septembre à la Galerie Espace 54. Et le thème nous permet de respirer un peu après le zapping. Renaissance, portrait et figure d'Europe. Je pense que ça permet de clore ce zapping un petit peu anxiogène sur une note positive. Alors, on va repasser à une note anxiogène. Du coup, on va parler du 14 juillet. Et avec ce titre, les Gilets jaunes embastillés. Alors, les Gilets jaunes qui se sont invités au défilé du 14 juillet pour se refaire la cerise. Et cela s'est remarqué. Plusieurs scènes ont marqué les esprits, des violences après le défilé. D'abord, les violences sur les Champs-Élysées, un dispositif policier inadapté et pas sérieux, selon l'Express. Mais aussi et surtout les huées subies par Emmanuel Macron. Et à présent, la réaction du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ceux qui ont voulu empêcher ce défilé devraient avoir un peu honte. Aujourd'hui, c'est un jour où la nation est réunie. Je pense que la nation, il faut la respecter. Oui, alors là, c'est complètement extraordinaire. On a un mensonge total, c'est-à-dire le fait que les Gilets jaunes qui ont sifflé Macron ont voulu interrompre le défilé, donc mensonge total, pas repris par les journalistes, évidemment. Et c'est pas le premier, c'est des mensonges de Christophe Castaner sur les Gilets jaunes, puisqu'il avait lancé un bobard énorme sur l'attaque prétendue de la Pitié-Salpêtrière, ce qui s'était révélé complètement faux. Donc là, on est quand même dans de la récidive. Pour un gouvernement qui prétend lutter contre les fake news, ça fait un peu tâche. Il est à bonne école puisqu'Emmanuel Macron a lui aussi une version assez particulière, on va le voir, de cet épisode. Nos militaires, comme nos policiers, comme nos pompiers, tous ceux qui ont défilé hier, qui parfois aussi ont été abondamment sifflés par les mêmes. Oui, donc là encore, c'est exactement la même chose. Emmanuel Macron prétend que les Gilets jaunes
ne le visait pas lui, mais visait les militaires pour les siffler. Donc c'est complètement absurde. Là encore, pas de remise en question des médias, évidemment. Et ce qui est dingue, c'est que vraiment la déclaration dans son ensemble elle est extrêmement cynique. Vraiment, il se sert des militaires comme bouclier et ça laisse quand même un arrière-goût un peu malsain dans la bouche. Et ce qui est étonnant, c'est que les journalistes, effectivement, enfin c'est étonnant ou pas, vont dans son sens, puisqu'on a par exemple le Huffington Post qui, dans une vidéo d'interview, réalise l'exploit de n'interroger que des passants qui bien finalement ne comprennent pas les huées des gilets jaunes. Donc c'est quand même étonnant de ne trouver personne qui a un avis différent. Donc on le voit, les médias jouent le rôle finalement presque de relais de la propagande ou des mensonges de Christophe Castaner et d'Emmanuel Macron, et les devancent même parfois, ce qui est encore plus inquiétant. Oui, parce qu'ils s'inscrivent parfois dans une démarche de relais, mais aussi parfois dans un silence coupable, notamment sur les arrestations arbitraires, parce que l'information n'a pas été cachée par les médias, mais elle n'a pas du tout eu l'écho qu'elle aurait probablement dû avoir. Oui, effectivement, Maxime Nicole, Éric Drouet et Jérôme Rodriguez, qui sont des figures médiatiques des Gilets jaunes, ont été arrêtés par la police. Et clairement, il n'y a pas eu autant de bruit médiatique qu'il y aurait dû en avoir, puisque déjà, de fait, ce sont des opposants politiques. On peut penser ce qu'on veut d'eux par ailleurs, de leurs idées, de leurs qualités, etc. Mais ce sont des opposants politiques de premier ordre, on va dire, qui sont quand même très suivis, etc., qui sont identifiés comme tels. Et ils ont donc été arrêtés en marge du défilé, alors même qu'ils n'avaient commis aucun acte répréhensible, même si Éric Drouet a été arrêté officiellement pour rébellion. Et là, les médias ont décidé de jouer profil bas là-dessus, sur des arrestations qui sont quand même très, très étranges. Et alors, on voit peut-être une explication à tout ça, c'est que un syndicaliste interrogé par France Info déclare « Les têtes du mouvement des Gilets jaunes ont été interpellées à titre préventif ». Donc, quand on parle d'arrestation préventive d'opposants politiques, on tombe quand même à 2 doigts du totalitarisme. Et là, les médias ont peut-être eu peur de relier Emmanuel Macron à une pratique quasiment dictatoriale, totalitaire ou voilà, à la marge. Et là, ceux qui sont si prompts à défendre les droits de l'homme, etc., ne le font pas. Et on ne peut s'empêcher de penser, si ça avait eu lieu en Hongrie, en Russie ou même aux États-Unis, je pense que les réactions médiatiques en France auraient été outrées contre les gouvernements qui procédaient à de telles arrestations qu'on peut qualifier d'arbitraires ou de préventives, selon le terme, mais ça revient un petit peu au même finalement. Et on va finir avec un tweet qui va mettre tout le monde d'accord, ou en tout cas au moins nous deux. Oui, effectivement. C'est un tweet de Jérémy Triboc sur Twitter. Le 14 juillet est une farce où l'on voit les institutionnels de 2019 faire défiler l'armée pour rendre hommage aux émeutiers de 1789, tout en réprimant les foules en colère de 2019. Je crois que tout est dit. Tout est dit, du coup, on va rester sur les tweets avec les tweets d'immédiat. Alors, les spectateurs d'immédiat le savent bien, l'une des méthodes de propagande médiatique les plus courantes et les plus efficaces, c'est l'occultation. Et là, on a des exemples d'occultation, et qui sont des exemples
presque caricaturaux, tellement c'est énorme. On a tout d'abord un migrant syrien qui viole et tue une jeune Française. Et là, silence des médias et même de la classe politique, alors qu'on est en 2019, n'est-ce pas, année de lutte contre le féminicide selon Marlène Schiappa, ou en tout cas c'est à peu près l'idée qu'elle veut faire passer. Et là, on a donc un féminicide de premier ordre, très violent, et on n'a pas d'indignation politico-médiatique comme il y aurait dû en avoir. Et les médias l'évoquent, mais pas de la même manière que si ça avait été inversé ou autre. Donc là, on a une première occultation. Deuxième occultation, qui vient du gouvernement cette fois-ci, c'est le nombre de voitures brûlées lors du 14 juillet. Bon, finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Les chiffres, on ne les donnera pas. L'explication, c'est que ça ne sert pas à grand-chose finalement. Si, ça sert un petit peu quand même à quantifier, à analyser l'état du pays, à quantifier le nombre de voitures brûlées, le nombre d'actes de délinquance, c'est quand même important. Et puis, autre occultation, c'est les églises dégradées cette semaine. Il y en a tout le temps, vous me direz, mais c'est quand même bien d'en parler. Silence radio, donc de la part des médias, et notamment sur ce fait où on voit donc un homme qui rentre dans une église avec un bidon d'essence pour procéder à un incendie, un attentat quasiment, s'il y a une motivation politique derrière en tout cas. Aucun bruit médiatique particulier. On imagine un petit peu la chose. Si ça avait été dans une synagogue ou dans une mosquée, je pense qu'on en aurait un petit peu plus entendu parler. Et autre chose, c'est finalement le racisme à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations entre Arabes et Africains subsahariens, qui est en fait très, très puissant. Là, les médias n'en parlent pas, alors qu'il y a de multiples preuves qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça n'existe pas pour les médias, c'est normal, ça va contre leur discours de vivre ensemble, donc ils vont surtout pas en parler. Et ce qui va aussi avec l'occultation, finalement, c'est la diabolisation de ceux qui en parlent. Et on a par exemple cet exemple de Tommy Robinson, qui, en Angleterre, a été condamné à de la prison pour avoir tout simplement fait du journalisme en marge d'un procès de gang de violeurs extra-européens. Et donc, il est parti en prison, donc soutien à lui, parce qu'effectivement, c'est quand même compliqué d'exercer son métier de journaliste en Angleterre en 2019. Et puis, un signe positif pour finir, l'information scientifique dans les médias inquiète de plus en plus d'experts, d'observateurs scientifiques, qui voient des signes inquiétants en fait, d'un retour à l'obscurantisme dans certains médias. Bon alors, sur le principe, c'est évidemment très bien. On espère juste que ces observateurs scientifiques sauront défendre tous les consensus scientifiques, même ceux qui les dérangent le plus. Et on pense par exemple à ce consensus scientifique total sur les différences intellectuelles moyennes entre les populations, mais c'est pas évident qu'ils prennent position publiquement sur la question. Et alors, on va finir avec un sujet plus léger. Alors, avec un jeu de mots inévitable, donc je vais le faire, ça y est, c'est fait. Laurence Saillet, porte-parole des Républicains, annonce le 15 juillet dernier démissionner pour devenir chroniqueur dans l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna. Alors, elle a été interrogée par Paris Match. Alors, elle était porte-parole des Républicains depuis 2017. Elle a décidé de démissionner de toutes ses fonctions. En mai dernier, elle était candidate aux élections européennes et 10e sur la liste de François-Xavier Bellamy. 10e, c'était pas suffisant sur cette liste. Alors, elle a dit « J'ai décidé de prendre part au débat de manière différente ». Balance ton poste de Cyril Hanouna est une émission politique qui a très bien marché. Elle a su séduire les jeunes et c'est une émission dans laquelle on peut débattre sans agressivité. En tant que porte-parole, on a une parole qui se modère naturellement. J'ai envie d'avoir une expression plus libre, plus cash, plus engagée. Du coup, elle quitte la politique pour être engagée. Oui, ce qui est intéressant, c'est les moqueries, les remarques outragées qu'elle a subies, qui ont été nombreuses chez les hommes politiques, notamment de son parti, mais aussi chez les journalistes, comme par exemple ce tweet de Béatrice Houchard, « Servir la France », disent-ils, donc un tweet un petit peu moqueur, un petit peu critique. Et cette étonnante reconversion, parce que elle est clairement étonnante, honnêtement, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dû vérifier 2 à 3 fois pour bien comprendre que c'était pas une blague, c'était pas une fake news. Cette reconversion, elle s'explique en fait assez facilement. Premièrement, l'impact d'un débat chez Hanouna, il est bien plus important qu'un débat politique sur BFM ou sur CNews, parce que ce sont des gens qui ne sont pas du tout les mêmes spectateurs qui regardent ça. Et c'est finalement, d'ailleurs, les hommes politiques vont la critiquer en apparence, mais en fait, au fond, ils en rêvent tous d'être appelés par Hanouna pour animer, pour être chroniqueur sur l'émission, parce que Hanouna a une aura au sein du monde médiatique et du monde politique forcément. Et il y a de l'audience, tout simplement. Bon, alors là, Balance ton poste, c'est pas Touche pas à mon poste. Donc c'est une émission qui est plus politique.
et qui fait un peu moins d'audience. Je crois qu'ils en sont à près de 350 000 personnes sur les derniers chiffres d'audience, donc c'est pas énorme, c'est pas une grosse part de marché, mais c'est quand même important. Et d'ailleurs, David Degouille, qui est journaliste chez Causeur, était interviewé dans le Figaro Vox et il déclarait « Du temps de Chavannes, ceux qui chroniquaient dans les émissions de divertissement étaient vus avec dédain. Aujourd'hui, ce dédain a été transféré sur ceux qui font de la politique. La société de divertissement est mieux vue que le monde politique. » Et là, je pense que c'est une analyse qui est bonne. Hein. La politique, alors n'est peut-être pas totalement morte, mais est quand même un petit peu en voie de décomposition. Il y a de moins en moins de pouvoir pour les hommes politiques. Finalement, Hanouna, il a peut-être plus de pouvoir que Laurent Saillet quand il a été porte-parole chez Républicains. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain. Il y a de moins en moins de liberté de parole. Elle l'a déclaré elle-même. En fait, son discours était très engoncé dans la politique de parti, etc. Donc, on a moins de liberté de parole. Et puis, il y a de plus en plus d'embêtement, hein, pour parler clairement. On peut plus frauder comme on le faisait parce que Mediapart fait une enquête sur nos frais de déplacement, sur notre goût pour le homard, etc. Du coup, on aurait peut-être rugi chez Hanouna. Peut-être. Sans homard, peut-être. Bon, mais... À mon avis, il va prendre quelques vacances, François de Rugy, avant de revenir. Mais voilà, donc c'est pas étonnant que la politique attire moins qu'avant, chez les jeunes ou ailleurs. Donc le monde des médias, qui est par contre resté le même en termes d'influence, voire même plus, puisque le monde du divertissement a de plus en plus de poids politique, puisqu'il parle à plus de personnes qu'un homme politique, c'est pas étonnant que les personnes qui sont avides de pouvoir, et les hommes politiques en sont, finalement franchissent le pas et franchissent le Rubicon et se rendent chez Hanouna pour être chroniqueur. Finalement, c'est assez logique. Et je le répète, il y a énormément d'hommes politiques ou d'observateurs qui la critiquent ou qui la moquent, mais si on leur faisait la proposition, ils auraient la même réaction, ils iraient chez Hanouna également. Voilà, c'est clair et net. Est-ce qu'on va retrouver Jean-Yves bientôt, ou est-ce que lui aussi est parti chez Hanouna? Alors, il n'est pas parti chez Hanouna, mais je ne sais pas si on lui proposait s'il accepterait. Mais en tout cas, on le retrouve très vite, puisqu'on le retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Parfait, alors rendez-vous la semaine prochaine pour votre immédiat avec Jean-Yves et Nicolas.